C'est le 1er mai, mais pas pour tout le monde, effectivement, quand on est entrepreneur, mais pas que, hein, il y a encore beaucoup, et je d'ailleurs soutiens et salue tous les gens qui travaillent le 1er mai pour cette fête du travail. En tout cas, on est là, et bien évidemment, il y a quand même beaucoup de choses à faire. L'objectif aujourd'hui, comme d'habitude, ça va être de vous faire le point sur les news, macro, éco, crypto, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. De regarder un petit peu ce qui fonctionne aussi au niveau de la géopolitique actuellement. Regarder l'état du marché, bien évidemment. Actuellement, on a Bitcoin qui repasse au-dessus des 97 000 $, potentiellement en route vers les 100 000 $, et potentiellement aller encore un petit peu plus haut. Bref, donc, je te montre le graphique bien évidemment, mais aujourd'hui, on va passer un petit peu de temps sur pas mal de news, et parce que pas beaucoup de gens regardent, qui sont pourtant très très importantes. Mais on va quand même rapidement faire le point sur Bitcoin, bien évidemment. On commence tout d'abord avec donc la petite Soso Value qui nous donne donc un petit peu les informations qu'on a sur les ETF, notamment Bitcoin mais aussi Ether. Pour le coup, la semaine dernière, je ne sais plus si vous en avez parlé mardi, mais on a quand même fait de très très grosses entrées. C'est une très grosse semaine à 3 milliards. Sur les ETF, et cette semaine est quand même très bien partie. C'est pas aussi gros, encore qu'elle n'est pas finie, il reste donc 2 jours pour pouvoir voir un petit peu tout ça, à quasiment 1 milliard qui devrait normalement être largement atteint sur cette semaine là. Ça c'est pareil, on voit concrètement que le mouvement des ETF suit largement le cours de Bitcoin, donc c'est pas très étonnant, et c'est pas du tout en tout cas un secteur à suivre plus que ça, parce que c'est une conséquence du marché, d'accord. N'essayez pas de regarder les ETF pour regarder les mouvements de marché, parce que c'est bien l'inverse qui se passe, d'accord. Donc ça c'est juste un petit tips classique. Ensuite, juste pour vous informer, au niveau macroéconomie, c'est pour ça que je suis toujours sur le bleu hein, derrière. Il nous manque encore ce petit mouvement d'impression monétaire à fond, qui est très mauvais, hein, on est d'accord, mais c'est ce qui permet de relancer, entre guillemets, l'avènement au risque et tout ce qui se passe là-dessus. Donc, il nous manque ça. Et en plus de ça, on a vraiment la croissance mondiale, et notamment française, qui est à l'arrêt, à la baisse de la consommation. L'économie, elle est vraiment catastrophique. On nous parle de faire des économies sur l'année prochaine, 40 milliards, blablabla, on a des trucs un peu de partout, ils vont augmenter les taux de trucs, de ça, de ci, de lui, de blablabla. Donc ça c'est en France, à la rigueur c'est pas forcément ce qui parle le plus, mais tu vas voir juste après et dans ces news là qu'on a quand même un certain nombre d'informations économiques, macro, géopolitiques qui affluent directement qui influencent directement le marché monétaire mondial, notamment la Chine et les États-Unis. Ça fait énormément de bruit, et c'est absolument normal, tout comme le Covid à l'époque. Il faut quand même rappeler que le moment où il y a eu la grosse crise donc du Covid, et donc tout s'est arrêté, ils ont relancé à fond très fort d'un coup, d'accord. C'est pour ça qu'en fait, même si on a eu reconfinement, plein de mauvaises news, ça repart, blablabla, au niveau économie, on a fait que de remonter depuis ce moment-là, parce qu'en fait, ils réinjectaient, d'accord. Là, ça va pas encore assez mal, j'ai envie de dire ça comme ça, pour qu'ils réinjectent, d'accord. Ou alors, du moins, ça va pas non plus assez bien, je mets des guillemets, pour qu'ils réinjectent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je vous l'ai déjà dit, l'un des gros points géopolitiques qui devrait arriver normalement, incessamment sous peu, qui va influencer beaucoup les marchés et surtout les politiques monétaires de réinjecter de l'argent, c'est quand la principale guerre actuelle donc en Ukraine et en Russie va se terminer, parce qu'il va falloir reconstruire. Et on ne reconstruit pas sans argent. Donc en fait, ils vont être obligés de créer et ajouter énormément de masse monétaire pour reconstruire. Et à partir de ce moment-là, ça va repartir. Selon moi, hein, ça c'est bon mes avis hein, personnels, ça ne devrait pas tarder. Il y a un moment où ils vont trouver un accord, que ce soit tel ou tel truc qui se soit senti gagnant, ça va fonctionner, et ça va créer un petit peu cet afflux là qui pour l'instant manque cruellement. On a toujours Bitcoin qui est vraiment à une dominance jamais faite, etc., etc. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aux États-Unis, vous l'avez normalement vu, c'est ce que je vous parlais qu'il fallait vérifier cette semaine, c'est la croissance, le PIB, le GDP, tout ce que vous voulez,
qui est donc tombé, que je vais te montrer peut-être en direct, ça parlera un peu plus pour tout le monde. Macroéconomie, calendrier économique, paf pif. Moi j'aime bien regarder sur TradingView et autres, on s'en fout. Mais du coup, ce que je veux vous expliquer, c'est donc aujourd'hui on a l'ISM qui est tombé. Pas de vague parce qu'il s'est pas passé grand chose, donc à la rigueur ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Par contre, ce qui a fait quand même pas mal de bruit, c'est hier. C'est-à-dire que hier on avait d'un côté les GDP qui étaient extrêmement mauvais, donc c'est ce que je vous avais expliqué. Je vous avais dit que ça pouvait être encore pire si c'était encore plus bas que ce qui était prévu, donc c'était le cas. Tu vas voir que les marchés ont été quand même assez intéressants. Et ensuite, juste après, on a eu donc le PCE Core qui est tombé avec donc les incomes et tout, qui lui du coup à mon intérêt entre guillemets a un peu contredit la mauvaise nouvelle du dessus. C'est-à-dire que tu as une très mauvaise nouvelle ici qui a flingué les marchés. D'ailleurs tu peux regarder un peu de partout. Je sais pas si ça se voit bien sur le... pas regarder là-dessus. Sur le S&P, je sais pas si ça se voit bien sur le S&P, en tout cas sur le Bitcoin ça se voit très très bien. Ouais, sur le S&P on le voit pas forcément. Allez, à la rigueur si. Tu vois ici parce qu'en fait, donc là on est en 4 heures. Donc la donnée de 4 heures ici, donc sur le S&P à 15h30, vraiment on est allé chercher très bas. C'est pas une catastrophe comme vous pouvez voir, mais on a vraiment, le marché a compris que c'était très très mauvais. Puis après finalement en fait à 16h, on a eu donc les news que je viens de t'expliquer qui ont été de nouveau un peu mieux et mieux reçus pour le marché. Du coup c'est reparti. Donc voilà, c'est à peu près ça qui s'est passé, puis je vais te montrer sur le Bitcoin, ce sera encore plus clair de toute façon tout à l'heure quand on va faire ça. Mais on a toujours cette épée un peu que Trump nous fait miroiter au-dessus de la tête là, qui fait flipper un peu tout le monde, parce que il y a plein de choses qu'on ne sait pas et qui n'est pas assez relayé. C'est-à-dire que depuis qu'il a mis en place sa superbe guerre commerciale et qu'il a mis en plus une pause et qu'il a été un génie de donc finalement mettre 10% de partout, un génie, je me comprends, un génie moyen terme, mais sur le court terme c'est une catastrophe. Et ben du coup plus personne n'en parle, voilà, c'est bon, c'est mis de côté. 90 jours, les gens disent bon 90 jours on verra bien, c'est pas genre 2 semaines. Et donc pour l'instant on sait pas réellement qui appelle quoi, il faut se renseigner un petit peu sur quels sont les pays qui vont rediscuter, blablabla. Le vrai gros sujet qui est encore toujours sur la table, c'est la Chine. Et d'ailleurs je crois que c'est ce week-end qu'il y a beaucoup de choses qui devraient tomber sur cette politique de taxes de douanières pour la Chine, les ordinateurs, les automobiles, les machins, les bidules, les chouettes. Ça va continuer à faire beaucoup de bruit. Il n'y a pas réellement d'accord qui a été mis en place ou de sources officielles qui ont sorti telles et telles informations, mais ça va tomber. Et surtout, ce qui est très 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 important à surveiller, ça va être la semaine prochaine, à savoir mercredi, lors du FOMC et donc de la décision des politiques monétaires donc de la Fed, à savoir si elle baisse les taux comme Donald Trump le veut ou non. Voilà, et on verra bien à ce moment-là. Si elle baisse, et si elle baisse fort, les marchés vont vraiment exploser, parce que pour le coup, ça veut redire, on réinjecte, etc., etc. Sinon, écoutez, on verra, d'accord? Il y a plein de sources que je peux vous montrer, comme par exemple celle-ci, un site de prédiction des taux de la réserve de la Banque centrale américaine, qui du coup pour l'instant en fait nous explique que actuellement ce qui est le plus probable, c'est qu'il ne fasse rien, qu'il ne change pas les taux, qu'il ne les baisse pas, que ça reste donc à ce qui se passe actuellement, et il y a 4,2% de chances que ça baisse. Donc tu vois, c'est très peu probable qu'il fasse plaisir à Trump, mais c'est justement ce genre de choses là qui s'est déjà passé dans le passé, bref, c'est l'effet de surprise qui pourrait justement faire un vrai gros mouvement sur le marché et qui peut des fois être incompris. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne pour l'instant, et tu peux regarder, donc là c'est sur le 7 mai. Après, tu peux regarder les différentes prédictions qu'on a. Par exemple, sur le 18 juin, les gens sont plus actuellement à penser que ça va baisser, d'accord, puis après tu peux regarder, etc., qu'on continuerait de baisser au 30 juillet, et c'est tout ça en fait qui changera forcément directement le 7 mai quand on va avoir donc cette fameuse discussion et donc suivi de la conférence de presse, qui est ça vraiment qui est le plus important. Bref. Voilà, donc ça c'était vraiment le débat de ce que je voulais vous expliquer, qui concrètement a fait qu'on a eu Bitcoin qui a beaucoup bougé ces dernières 24 heures, 48 heures. Maintenant, que se passe-t-il au niveau des news un petit peu éparses? Il y en a quand même beaucoup et qui ne sont pas forcément à négliger. Déjà, ça y est, on a à peu près une date de quand on va avoir le très gros changement sur Ethereum. Tu sais qu'il y a quand même
pas mal de gros changements qui sont mis en place sur Ether, donc sur la blockchain en direct. C'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement les layers 2 ils sont complètement à la ramasse parce que plus personne les utilise, parce qu'en fait les frais d'Ether sont redevenus très bas. Alors c'est plus c'est pas des centimes de centimes pardon, mais c'est des dizaines de centimes, donc c'est raisonnable quand on veut faire ce type de choses, alors qu'avant on était obligé d'utiliser les layers 2. Pour l'instant les layers 2 tout le monde s'en fout, allez regarder les cours d'Arbitrum, Optimis et tout, c'est une catastrophe. Bref, donc l'une des très grosses mises à jour qu'on attend, c'est bien évidemment pas le truc sur Pectra que tout le monde parle, qui sera mis en place pour le 7 mai, c'est plutôt donc ce que je vous parle, les différents moments là, donc le IOF là, donc Ethereum virtual changement là, bref on s'en fout, et ça va tomber apparemment théoriquement plutôt Q3 Q4, donc pas avant septembre octobre minimum. Et en tous les cas, ce type de mouvement et de changement, c'est vu que c'est des hard forks et pas des soft forks, un soft fork c'est juste une petite mise à jour qui n'engendre pas du coup tout le passé de la blockchain, là ça engendre aussi sur le passé de la blockchain, donc c'est quand même très important que ça fonctionne bien d'une part et que le marché le reçoive bien d'autre part. Bref, donc on suivra tout ça pour Ether. En tout cas Ether est largement, très largement en retard et on a quand même un peu de mal à voir un réel gros changement sur Ether d'ici ça en fait. Donc c'est pour ça que est-ce que on va patienter jusqu'à cette période là pour vraiment exploser? Est-ce qu'on va avoir Ether jusqu'à cette période là qui pourrait remonter à 2-3 000 $? C'est clairement possible, et après pouvoir aller péter les 10 000 $ si jamais c'est vraiment explosé sur cette fin d'année. Bref, donc il y a encore beaucoup de choses. Ceux qui veulent faire de l'argent rapide, en général vous en perdez très rapidement. Ceux qui sont là sur le long terme, normalement vous gagnez beaucoup d'argent. Bref, bien évidemment absolument aucun conseil en investissement comme d'habitude. Ensuite ça me fait vachement rire, et vous devriez en rire aussi, et ça devrait vous faire réfléchir, surtout pour ceux qui sont au Crédit Agricole particulièrement. Parce que quand vous êtes au Crédit Agricole, sachez que vous investissez directement ou indirectement dans les poches de cet homme-là, donc à savoir Philippe Brassac, donc qui était à l'époque, je ne sais pas s'il y a encore, directeur général du Crédit Agricole, qui du coup l'année dernière avait expliqué, non c'est pas l'année dernière, c'était quand j'ai un trou de mémoire, je sais plus parce que je l'ai pas sur ce document-là. Alors à vérifier. Je sais plus si c'est en 2021 ou si c'est en 2024 qu'il a expliqué, peut-être que c'était en 2021. Il avait expliqué le 30 avril 2025, le Bitcoin sera sous 1 $, et point. Bon ben, spoiler alert, on est le 1er mai, donc le lendemain du 30 avril, et non seulement Bitcoin n'est pas du tout en dessous des 1 $, mais Bitcoin est même remonté et quasiment retourné à 100 000 $. Donc c'est pour vous expliquer le décalage total de conscience de nos banques traditionnelles. Vraiment, il y en a certaines qui prennent le pas, qu'on appelle des néobanques, qu'on appelle ce genre de choses, même la Société Générale rentre un petit peu là-dessus. Il y en a certaines qui ne vont pas du tout prendre le pas. Je vous l'annonce directement, vous cutez, vous faites ce que vous voulez, vous mettez ça dans 3 ans, 10 ans, machin. Les banques traditionnelles qui ne suivront pas la technologie vont mourir. Est-ce que toutes les banques traditionnelles vont mourir comme Eric Trump, je vous l'ai mis tout à l'heure, l'a prédit pour 2028? Non, et c'est même pas l'objectif, parce que ça serait trop un bazar, ça serait catastrophique, et c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des tiers de confiance et tout, etc. Et je peux l'entendre. Mais par contre, je vous l'assure, mais des très grosses banques, hein, potentiellement comme le Crédit Agricole, va mourir si elle ne suit pas la technologie. Tout ce qui au monde s'est développé n'a jamais suivi la technologie est obligatoirement mort. D'accord? La technologie, elle avancera avec ou sans vous, ou vous y allez. Vous mettez en place ce qui est bien d'éducation pour pouvoir y aller. C'est pour ça qu'on a créé Bamboufine, d'accord? En partie, hein, bien évidemment. Ou vous suivez pas, vous allez bille en tête à suivre que non, ça prendra pas, blablabla, vous allez tout simplement mourir. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je parle pour les entreprises, je parle pas pour vous en tant que particulier, parce que vous les particuliers, vous n'avez pas de développement de trucs et ça va juste naturellement suivre. La principale chose, la plus importante, c'est de s'éduquer. Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on a créé Bamboufine. Ensuite,
Et c'est revenu rapidement parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu popper un petit point. Ça, pour information, c'est un petit site drôle qui s'appelle bitcoindeath.com. En gros, ça relate beaucoup aux États-Unis le nombre d'articles où Bitcoin est cité comme mort. D'accord? Donc on s'en rend compte déjà que depuis le cycle de 2021, surtout depuis la fin, on a de moins en moins de points que on en avait en 2017-2018. Quand je suis rentré, je voyais vraiment de partout plein d'arguments qui disaient Bitcoin est mort, Bitcoin est mort, Bitcoin est mort. Vraiment, c'est l'endroit où il y a le plus de choses. Je pense que c'est entre 2017 et 2020 où on a eu le plus d'articles. Et après, on en a encore eu beaucoup, mais tu vois qu'en fait ça s'estompe, on a de moins en moins de points, et ça s'est mis en même temps à côté du graphique de Bitcoin pour montrer que justement les gens se trompent. Donc oui, Bitcoin c'est une valeur refuge, c'est reconnu, c'est testé, c'est validé, c'est tout ce que vous voulez, le Bitcoin ne mourra plus, hein. Il faut quand même s'en rendre compte maintenant, avant que ce soit trop tard, c'est jamais trop tard, mais bref, voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ensuite, je suis quand même un petit peu désolé de dire à tous ceux qui sont encore sur le mantra que pour l'instant du moins, s'il n'y a pas de réel gros changement, ça m'étonnerait que ce projet-là revive, voilà, tout simplement. Même si on a des très très grosses initiatives de plusieurs centaines de millions de dollars, ça n'équivaut pas et de très loin aux plus de 5 milliards de dollars de pertes qu'il y a eu sur ce projet là, donc catastrophique. Et les enquêtes continuent, d'ailleurs je vous en montre une de Cryptos, vous pouvez taper enquête sur la face cachée du mantra, regardez, je vais pas vous le faire le bilan là-dessus, sinon ça ferait des vidéos de 55 000 ans, mais je pense que c'est très intéressant de comprendre ça afin de pouvoir le voir et donc l'éviter à l'avenir. Personnellement je suis jamais rentré dessus, même si ça avait été tentant et ça aurait pu être intéressant de ressortir au bon moment, mais bon bref. Ensuite, on a Trump Media, tu sais, Truth Social, qui réfléchit à mettre en place ou non un token pour son activité Truth Social. Tu sais que c'est un peu copié Elon Musk avec X qui le dit depuis très longtemps. Et justement, c'est aussi, tiens, je pense à ça, ça fait partie des gros catalyseurs d'explosion des cryptos qui vont tomber. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que les cycles sont là, mais sont aussi dépendants de mouvements de marché. Quand on a eu 2017, ce qui l'a fortement lancé, c'était les ICO, avec des très grosses ICO qui se sont mis en place et du coup qui ont lancé l'explosion complète avec le lancement de la DeFi, etc. etc. 2017. 2021, on a eu plusieurs phases, notamment la plus grosse phase, ça a été le lancement donc de Meta, le changement de nom Meta, Facebook, blablabla, qui a fait exploser la partie métavers, la partie gaming, etc., la partie des NFT, blablabla, explosé. Là, actuellement, au moment où je vous parle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Les ETF, certes, c'est puissant pour telle et telle chose, mais ça ne ramène pas non plus le public. Par contre, ce qui peut le faire, c'est typiquement un autre très très gros truc que tout le monde utilise qui l'approuve directement, parce que BlackRock, c'est pas forcément utilisé par tout le monde, nous on peut pas l'utiliser, etc., etc. Alors que X, tout le monde l'utilise. Tout le monde l'utilise. D'un coup, tu dis X a une crypto-monnaie ou utilise une crypto-monnaie qui est déjà existante, ça fait partie des très très gros catalyseurs de gens qui vont se ramener dessus énormément, d'accord? Truth Social, on s'en fout un peu. Bref, ça, et notamment si tu as GTA qui sort avec une crypto, explosion, mais explosion totale. Et tu peux en avoir plusieurs. Le Salvador, qui est le premier pays, c'était aussi en 2021, tu vois, qui avait relancé le deuxième pic. Bref, tout ce genre de choses-là sont des très gros catalyseurs dont on a besoin à la hausse, qui accompagnent bien évidemment le système monétaire macroéconomique, mais pour l'instant, on a un peu de retard là-dessus. C'est pour ça qu'on n'a pas cette explosion encore, mais ça viendra. Ensuite, on a la deuxième plus grosse néobanque européenne, je perds mes mots, à savoir Bunk, que je connais pas bien pour le coup et que j'ai pas forcément plus que ça étudié, mais qui se lance dans les cryptos avec Kraken. Alors bien évidemment, elle a fait comme la première néobanque, à savoir Revolut, elle l'a mal fait, c'est-à-dire que les cryptos que vous allez avoir via cette banque là ne vous appartiennent pas, blablabla, vous connaissez l'histoire. La seule bonne banque, c'est la seule que nous on a décidé de travailler avec, à savoir Desblocs, dont vous avez donc sous vos yeux juste à flasher le QR code avec votre téléphone pour télécharger l'application et avoir 3 mois de premium gratuit.
Voilà, c'est pas notre business plan de gagner ce genre de trucs là. Pour le coup, c'est juste pour vous expliquer dans notre démarche d'éducation d'aller rechercher ce qui fonctionne et ce qui est bien sur le marché. Actuellement, c'est le seul truc qui fonctionne vraiment très très bien, qui est extrêmement sérieux. Il y a quelques autres initiatives, mais celle-là, elle est extrêmement sérieuse et extrêmement bien, que ce soit sur la partie bancaire ou sur la partie crypto. Ensuite, stratégie voudrait lever encore, et toujours, alors là vraiment, les sommes elles explosent. C'est-à-dire qu'on parlait de temps en temps de 2, 3, 4 milliards, tu vois, pour faire les levées de fonds. Là, 100 milliards de levées encore pour pouvoir acheter encore plus de Bitcoin. Et ça, je vous le dis, c'est la prédiction de l'année peut-être, mais je vous ai donné donc les catalyseurs qui vont arriver, qui vont faire que ça va exploser. Je vous donne directement le catalyseur qui va nous envoyer directement dans un bear market. C'est à partir du moment où Stratégie va commencer à vendre des bitcoins, d'accord? C'est pas maintenant, parce qu'ils sont encore là-dessus sur cette politique et ça devrait peut-être pas être avant 2026, 2027 peut-être même, mais ça va flinguer totalement le marché, je vous le dis, hein, parce que eux, c'est eux qui drivent complètement la hausse depuis plus d'un an maintenant. Et quand ça va quand ils vont vendre et ça va faire une hécatombe sur le marché, ça y est, ils croient plus au Bitcoin, blablabla, alors que c'est juste que comme tout le monde, ils ont besoin de faire des bénéfices pour les investisseurs qui sont dessus, et ce sera normal. En attendant, je vous ferai le rapide point qu'on a eu quand même ce lundi, il a quand même acheté pour 1,4 milliard de nouveaux Bitcoin. Donc bref, il est encore très rentable, pas vraiment de problème pour l'instant. Mais quand ça va monter à 150, 200 000, il va vendre, hein. Je vous le dis tout de suite, il va vendre. Et ça va flinguer le marché. Et ça va flinguer le marché en dessous de son prix d'achat. Parce qu'il ne va pas tout vendre, il ne pourra pas tout vendre non plus. Tu ne peux pas vendre l'équivalent de je ne sais plus combien de... On est à quoi? 37? Bah ça c'est non, c'est ce qu'il a acheté. Je ne suis plus sur 50 ou je sais pas quoi, 1000 milliards. Bref, on s'en fout. Ensuite... un Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2028, ce sont les fameuses prédictions que nous balance le très cher Arthur Hayes. Je suis persuadé que Bitcoin va atteindre les 1 million de dollars à un moment ou un autre. Est-ce que ce sera en 2028 ? Au niveau des cycles et des trucs et tout, ça m'étonnerait énormément. Mais bon, bref, voilà, ça c'est mon humble avis à moi. Je pense que oui. Je pense que 2028... non, mais ça c'est mon humble avis à moi, je pense que ce sera encore un peu trop tôt, à voir, en tout cas on en reparlera, vous me sortirez ces vidéos à l'avenir, en tout cas c'est intéressant de savoir pourquoi il explique ça, tu verras qu'il n'y a pas énormément de travail monétaire non plus, hein, c'est vraiment plus des prédictions pour faire le buzz, mais ce genre d'études là c'est bien de les mettre avec l'aspect monétaire et adoption à côté pour comprendre concrètement si c'est possible ou pas. Guerre commerciale, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la Chine paye le prix fort, mais pas que, hein. Les États-Unis on l'a bien vu, mais la Chine aussi, parce que du coup il y a une baisse historique de l'activité industrielle, c'est normal, parce que du coup il y a moins de commandes, parce que tout simplement en fait on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé aux États-Unis, hein, sur du coup les frais de douane. Nous ça nous touche pas, hein. Nous au contraire on en achète limite un peu plus, hein, parce qu'on a vu telle et telle chose passer, mais bon, ouais, pas de gros changements là-dessus de notre côté, mais la Chine par contre elle prend cher bien évidemment. Ensuite, vous l'avez vu passer, on a le Virtual, donc le token de Virtual Protocol qui s'est envolé sur une semaine. Ça me fait rire parce qu'ils utilisent des mots d'explosion, alors c'est très très bien par rapport à la finance traditionnelle, mais sur un vrai bull run, on est plutôt sur des beaucoup plus que ça, que bref. En 7 jours, 138%, tout simplement parce qu'en fait on a un petit, mais vraiment un petit pour l'instant, regain de création de tokens d'agents d'intelligence artificielle qui sont principalement créés sur Virtual Protocol, un petit peu comme ça l'était via Solana, Pump.fun, etc. Donc c'est pour ça que le token reprend un petit peu de vitalité ces derniers jours et dernières semaines. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a une belle vidéo interview de Eric Trump donc qui explique que il va y avoir la fin des banques, mais d'ici 2027. Lui il dit que donc dans 2 ans il n'y a plus de banques. Bon, je sais pas comment il réfléchit ce mec là, mais alors s'il y a une guerre nucléaire et un vrai gros truc à la rigueur, et je pense même pas parce que les banques au contraire on en a vraiment besoin sur le truc, qu'il y en ait de moins en moins ou que ce soit plus les initiatives, oui, hein, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais que d'ici 2 ans ça meurt complètement, je trouve que c'est un peu une bêtise. Ensuite la très grosse news qui fait parler tout le monde et surtout les fans de XRP, c'est la récente demande de rachat de la part de Ripple sur Circle. C'est juste énorme. Alors Ripple, pour rappel,
Ripple, donc c'est un des plus gros projets, les plus connus pour remplacer le système SWIFT américain et donc de faire des échanges de taux interbancaires mondial, pour faire très simple, sur la norme ISO 20022, bref. C'est vraiment pour faire très simple. C'est un projet qui est là pour permettre donc de faire des échanges monétaires internationaux entre les banques. Voilà. Hop, très simple. Et à côté de ça, Circle, c'est le deuxième plus gros après Tether pour faire donc un stablecoin, à savoir l'USDC, d'accord. Et en fait, ils ont lancé, il n'y a pas si longtemps, le CPN, à savoir le Circle Payment Network, qui est un direct concurrent de Ripple. Ripple, il a vu ça venir très vite, il s'est dit tiens, si je rachetais directement Circle, racheter les concurrents, c'est le meilleur truc parce que déjà t'évites un problème de concurrence, d'une, et de deux, tu rachètes la technologie avec parce que Ripple, comme ils se sont fait flinguer par plusieurs années de procès, ils n'ont pas pu faire le développement qu'ils voulaient. Donc ce serait génial. Je vous le donne en ville, ils ont proposé 5 milliards de dollars pour le racheter. Circle a dit non, mais Ripple n'en a pas fini pour l'instant. En tout cas, c'est les news que vous voyez un petit peu de partout. Refus, ils veulent le faire, bien évidemment à cause de ce que je viens de vous expliquer. Ensuite, l'hécatombe silencieuse qui fait peur à plein de gens, mais ça me fait rire ce genre de truc, mais plus de 50% des cryptos ont déjà disparu. Mais oui, mais c'est très bien, c'est très bien. On parle de plus de 36 millions de jetons tokens qui se sont créés, mais si on pouvait en flinguer là tout de suite, mais sincèrement, 30 millions, voire plus que ça, donc plus que les 50%, mais très bien, parce que c'est que des trucs de merde. Moi je suis le premier à ne pas du tout être pour les trucs éclatés, spéculation, etc. Même si ça peut arriver de s'amuser avec, mais tout comme la FDJ, hein, voilà. Mais en termes d'utilisation, de puristes, de technologie, c'est éclaté. Donc oui, il y en a plein qui vont tomber, il y en a plein qui vont encore tomber. C'est tous les jours que ça se crée, c'est tous les jours que ça disparaît, mais vraiment tous les jours. Hein. D'ailleurs, je vous ai fait un cours, les premiums, la semaine dernière, que je vous rappelle d'aller encore aller voir, c'est très important. Tous les jours. Tout le temps, mais on est à la limite de toutes les heures même, d'accord. Donc pour vous expliquer que c'est pas mauvais de voir ce genre de choses. Ensuite, BlackRock est vraiment en train enfin de finaliser l'utilisation même des RWA et donc de la blockchain pour en fait faire le suivi de son fonds monétaire, donc de tout ce qui se passe là-dessus. C'est extrêmement compliqué dit comme ça pour quand on est particulier, puis en plus de ça on s'en fout, mais ça prouve la puissance de la technologie blockchain et que quand elle est utilisée c'est juste exceptionnel, d'accord. Après les questions d'y mettre un token à cette technologie c'est autre chose, en tout cas ça fonctionne, parce qu'il y a blockchain privée, blockchain publique, bref, en tout cas un énorme bruit de la part de BlackRock qui donc fait bouger la tokenisation, les RWA, les oracles, et dans le bon sens, dans le sens où en fait elle prouve que ça fonctionne, que ça marche et que les grosses boîtes comme elle l'utilisent. Ensuite on a CZ qui a lâché une bombe entre guillemets sur l'Europe en expliquant que l'Europe elle était complètement absente du débat sur l'adoption des cryptos et qu'il y avait absolument un vrai gros problème et déni même de l'Europe sur cette question là, avec notamment pointé du doigt Mika qui est selon lui atroce, selon beaucoup aussi. En attendant c'est là, c'est un petit peu leur solution pour éviter que les cryptos soient un petit peu trop là-dessus, mais bon bref. Et enfin, ça c'est pour vous expliquer, j'ai pas fait gaffe parce que c'est un autre endroit où je reçois les courriers, bref on s'en fout. Faites attention parce que les hackers se sont même mis à la poste, c'est génial, en tout cas ça prouve à quel point ils sont puissants maintenant, avec donc ce type de lettres, avec donc des de mise à jour, c'est toujours pareil, mettez à jour votre super truc et tout, je sais pas quoi. Non. Si vous voyez que ça sent la merde, c'est qu'il y a de la merde. Ne vous tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vérifiez les trucs à chaque fois. Quand vous recevez un courrier, que ce soit remboursement FTX ou je sais pas quoi, c'est la mode en ce moment, vous le prenez, vous vérifiez. Si c'est vrai, très bien. Si c'est pas vrai, comme là, ça se vérifie tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Les gens qui ont ce genre d'arnaque fonctionne que pour les gens qui ne se renseignent pas. Tu te renseignes, mais dans les secondes, tu vois que c'est une arnaque. Terminé, on passe à autre chose. Voilà, donc on a fait le point de ce que je voulais vous expliquer en une demi-heure.
Je ne vais pas forcément aller plus loin sur le marché parce que vous l'aurez compris, on est sur ce regain là, toujours avec donc cette augmentation donc des achats de la part de MicroStrategy qui font en fait relancer tout ça. Hein. Si ça a bien explosé là, c'est parce que notamment on a eu encore une fois MicroStrategy qui veut lever toujours plus d'argent. Donc en fait ça fait virtuellement monter le prix du Bitcoin. Écoutez, on verra bien. Dès qu'on aura les catalyseurs, je serai tout à vous foutre du vert derrière sans vous faire aucun conseil d'investissement bien évidemment. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais rester avec ceux qui sont en live comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire, lâchez vos likes, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et restez connectés sur les news de Bamboufine parce que c'est clairement que le début et ça va bouger énormément dans les mois et années qui suivent. N'oubliez pas la chose la plus importante, comme d'habitude, apprenez aujourd'hui et investissez seulement demain. Bonne soirée à toutes et à tous, tous ceux sur YouTube. Ciao. Les autres, on reste ensemble en live.